Je vous présente ici la mission spatiale ERA de l'Agence spatiale européenne à l'occasion de la sortie en juillet 2022 de l'article qui présente cette mission dans un journal à comité de lecture qui s'appelle The Planetary Science Journal et qui donc présente la mission, les objectifs scientifiques et de défense planétaire, le satellite, les instruments, le scénario de mission et plein d'autres choses écrits par une équipe scientifique absolument extraordinaire, européenne, mais aussi avec des collègues américains et avec des collègues japonais. Donc la mission ERA, en fait, est en développement dans le programme appelé Sécurité de l'espace de l'Agence spatiale européenne et va participer avec la mission DART de la NASA au premier test de déviation d'astéroïdes à l'échelle réelle. Alors, il faut savoir en fait que ce type de mission qui consiste à tester notre capacité à dévier un astéroïde eh bien, a été étudié dès les années 2000 à l'Agence spatiale européenne. Donc, l'Europe a vraiment été pionnière dans les missions de déviation puisque début 2000, eh bien, l'Agence spatiale européenne a sollicité 6 experts dont je faisais partie pour recommander une mission spatiale dédiée au risque d'impact. Nous avions recommandé une mission qui s'appelait Don Quichotte, qui était constituée d'un projectile appelé Hidalgo et d'un orbiteur appelé Sancho, qui avait pour but eh bien, de rencontrer un astéroïde avec d'abord le projectile tapant sur l'astéroïde et l'orbiteur mesurant l'effet de l'impact, la déviation produite et les caractéristiques de l'astéroïde. Alors, cette mission a été étudiée jusqu'en 2007 en phase A, ce que l'on appelle la phase A dans le jargon spatial, c'est-à-dire des études sur papier par des industries. Et puis, en absence de budget et de programme dédié à l'Agence spatiale européenne, eh bien, elle est restée dans les cartons. Mais cependant, elle était citée dans tous les rapports dédiés à la défense planétaire par les États-Unis, l'ONU, les différentes conférences de défense planétaire. Et du coup, il y avait quand même un engouement pour essayer de construire cette mission. Et puis, en 2011, nous avions une conférence de défense planétaire à Bucarest et nous rediscutions en fait de ce projet Don Quichotte. Et en rencontrant un de mes collègues américains, Andy Chang, qui est au laboratoire Applied Physics Labs aux États-Unis, eh bien, nous sommes penchés sur ce problème de savoir comment est-ce qu'on pourrait la monter cette fois-ci en partageant les efforts sur 2 agences, pour lui la NASA et pour moi l'Agence spatiale européenne. Et c'est ainsi que nous est venue l'idée que peut-être la NASA pourrait faire le projectile et l'Agence spatiale européenne pourrait faire l'orbiteur, mais il fallait quand même, parce qu'on ne sait jamais si une agence ne fait pas le boulot jusqu'au bout ou alors la mission n'est pas approuvée, il fallait quand même trouver une manière de les garder un peu indépendantes. Et c'est là que nous est venu d'utiliser comme cible un astéroïde double, comme vous ai montré ici. Donc, c'est un astéroïde qui est constitué en fait de 2 roches, un petit peu comme la Terre et la Lune en petit, avec le corps central, donc l'équivalent de notre Terre, qui s'appelle Didymos, qui fait 800 mètres de diamètre, et la petite Lune, qui s'appelle Dimorphos, fait, elle, 160 mètres de diamètre. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi cet astéroïde? Eh bien, parce que nous savions en 2011, nous avions vu que cet astéroïde passait assez près de la Terre, à 11 millions de kilomètres de la Terre, ce qui est loin pour nous, mais très près pour les télescopes qui veulent observer un astéroïde. Donc, à 11 millions de kilomètres de la Terre, le 26 septembre 2022. Et donc, la raison pour laquelle nous avons choisi cette stratégie d'utiliser l'astéroïde double, il y a en fait 2 raisons. D'abord parce que quand on va taper avec un projectile à plusieurs kilomètres par seconde, ce qui est ce que l'on peut faire avec une mission spatiale, eh bien, la petite Lune tournant autour de son corps principal à seulement quelques centimètres par seconde, on voit bien que la différence de vitesse est telle que s'il y a une déviation, elle doit être quasiment instantanée. Par ailleurs, si l'objet passe suffisamment près de la Terre, eh bien, on peut mesurer cette déviation directement depuis le sol terrestre. Et la façon dont on fait ça, eh bien, c'est que quand la petite Lune passe devant le corps central, cela fait baisser sa luminosité et entre 2 baisses de luminosité, ça nous donne le temps qu'elle a mis pour faire un tour. On fait cette mesure avant et après l'impact et on sait quelle aura été la déviation produite, puisque l'idée c'est de taper sur la petite Lune, j'ai oublié de le dire, eh bien, la déviation produite quel est le changement de période orbitale de la petite Lune avant et après impact. Donc voilà, l'idée c'est celle-là, c'est taper sur la petite Lune pour modifier sa trajectoire autour de son corps principal. Et avec les observatoires terrestres, on pourra au moins savoir si on a produit une déviation en mesurant la différence de période orbitale avant et après l'impact. Alors, sachant qu'avec le projectile que nous avons élaboré, qui s'appelle DART, qui fait à peu près 530 kg et qui va taper à 6 km par seconde, au minimum, on estime qu'on devrait perturber la période orbitale qui est à peu près de 11,92 heures autour de Didymos, d'à peu près 73 secondes au minimum. Et ça, on peut l'observer depuis la Terre.
Donc ça, voilà, ça c'est bien parce que s'il n'y a que DART, on saura au moins si DART a réussi à taper dans la petite lune et à produire une perturbation. Et bien sûr, Hera, quant à elle, la mission de l'Agence spatiale européenne, donc l'orbiteur qui s'appelle Hera, eh bien, a pour but d'aller sur la scène du crime pour nous donner le résultat de l'impact dans tous ses détails. Puisqu'il faut d'abord savoir quel est le cratère produit, quel est vraiment l'effet de l'impact. Il faut savoir aussi quelle est la quantité de déviation qui a été produite, qui dépend de la masse de la petite lune. Et il faut aussi caractériser entièrement les propriétés physiques du système et de la petite lune parce que, si on veut pouvoir interpréter ce qui s'est passé, il faut savoir pourquoi. Et pourquoi, ça dépend de la structure de cette lune. Donc, je vais revenir sur les détails de la mission Hera, mais voilà comment ont été construits ces deux missions, donc DART et Hera, sachant que même si DART ne partait pas, aller caractériser un géocroiseur fait partie de la feuille de route de la défense planétaire, puisque pour combattre son ennemi, même si je considère les astéroïdes comme des amis, il faut savoir à quoi on a affaire et donc mieux comprendre quelles sont leurs propriétés physiques, quelle est leur structure, en particulier parce qu'on a appris récemment avec les missions OSIRIS-REx de la NASA et Hayabusa 2 de la JAXA, qui ont récolté des échantillons d'astéroïdes, que la façon dont ces astéroïdes répondent à des sollicitations externes est totalement contre-intuitive. Et la raison pour cela, c'est que la raison pour laquelle nous avons constaté cela, c'est parce que en fait, les objets sont tout petits, Dimorphos fait 160 mètres de diamètre, et donc l'attraction de surface est extrêmement faible. Et en fait, la façon dont le matériau se comporte dans des régimes de gravité très faibles est encore mal compris. Et nous l'avons vu d'ailleurs avec la mission OSIRIS-REx de la NASA, qui est restée 2 ans en orbite autour de l'astéroïde Bennu, qui a d'ailleurs la forme montrée ici de toupie. Et en dépit du fait que nous avions des images incroyables, magnifiques, extrêmement détaillées de la surface, qui nous montraient des rochers, des failles, des cratères, lorsque le mécanisme de récolte a touché la surface pour prendre un échantillon, la réponse de la surface n'a pas du tout été celle qui était attendue. En réalité, elle n'a pas eu de réponse du tout puisque le mécanisme s'est enfoncé comme dans du beurre mou alors qu'il y avait des roches à la surface. Donc on voit bien qu'il est très difficile, même avec des images d'une sonde, de prédire quel est le comportement mécanique d'une surface dans des conditions de gravité faible parce qu'à moins de toucher, on peut être complètement trompé. Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec la mission DART, qui est partie donc en novembre, le 23 novembre, heure californienne 2021, dans la nuit, la mission DART va taper le 26 septembre à 7h14 du soir, heure américaine, donc 1h14 du matin, le 27 septembre pour nous, va taper sur Dimorphos. Et donc, on va pouvoir vraiment comprendre comment un tel petit objet réagit à un impact haute vitesse. Il faut savoir qu'il y a un énorme défi puisque Dimorphos, nous ne connaissons que son diamètre, mais pas sa forme. Nous connaissons la forme de Didymos, qui est une forme de toupie, effectivement, grâce à des observations radar qui ont été faites depuis le sol lorsqu'il est passé près de la Terre il y a quelques années. Mais pour Dimorphos, il est trop petit pour qu'on ait pu le résoudre. Et donc, nous n'avons que la taille, mais pas la forme. Donc, ça veut dire que quand DART va approcher à très haute vitesse, il va falloir qu'il autonavigue et qu'il ajuste sa trajectoire en fonction de la forme qu'il découvrira sur place. De plus, on n'a aucune idée de la structure de Dimorphos. Donc, ça veut dire que quand DART va taper, nous avons trouvé dans des simulations numériques d'impact haute vitesse qu'en fait, il peut se passer énormément de choses qui dépendent de la structure de l'objet que l'on ne connaît pas. On peut faire un cratère, mais on pourrait aussi complètement déformer Dimorphos si jamais, par exemple, il a très peu de cohésion. Donc, en fait, on s'attend à énormément de surprises, comme à chaque fois qu'on va voir un astéroïde. Avant que DART fasse un impact, il va déployer un petit CubeSat italien qui s'appelle LiciaCube, qui a été développé par l'Agence spatiale italienne. Et ce petit CubeSat va nous donner des images de l'impact et des premières minutes après l'impact. Cela nous permettra d'avoir des informations sur les premières matières éjectées par l'impact, mais pas plus parce qu'en fait, dans ces régimes de très faible gravité, le temps que met le cratère pour se développer peut prendre plusieurs heures. Donc, malheureusement, nous n'aurons pas cette information avec DART et LiciaCube. Et c'est là que Hera intervient, puisque Hera sera lancée en octobre 2024 pour rejoindre Didymos fin décembre 2026 et faire une série de mesures pendant 6 mois, qui sont donc décrites dans ce nouvel article paru dans The Planetary Science Journal. Alors, en quoi consiste Hera ? Hera consiste en un satellite mère
qui pèse un peu plus d'une tonne et qui a à son bord 2 CubeSats, l'un qui s'appelle Juventas et l'autre qui s'appelle Milani. Et quand Hera va s'approcher de Didymos, elle va à un moment donné déployer ces CubeSats qui vont pouvoir faire des mesures à plus grande proximité que le satellite mère. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer? Donc, il y a plusieurs choses. D'abord, bien sûr, on veut vérifier ce qui s'est passé avec DART et donc avoir une mesure de la taille du cratère, si cratère il y a, et en tous les cas, une mesure détaillée de l'effet de l'impact de DART. En effet, nous voulons pouvoir comprendre pourquoi la période orbitale aura changé, d'après les mesures avec les observations depuis la Terre en 2022, et on veut pouvoir aussi vérifier nos prédictions avec nos modélisations d'impact, et j'y reviendrai. Ensuite, on veut mesurer la masse de Dimorphos, parce qu'en fait, la quantité de mouvement qui aurait été transmise par DART dépend de la masse de Dimorphos. Et seul Hera peut mesurer ça. Et ça, c'est très important pour valider la technique et quantifier la déviation. Alors, comment ça se passe la déviation? En fait, DART va taper sur Dimorphos, donc va transférer sa quantité de mouvement à Dimorphos. Sa quantité de mouvement, c'est sa masse et sa vitesse. Si rien d'autre se passe, eh bien, Dimorphos sera dévié de cette quantité de mouvement. Mais si de la matière est éjectée de la surface et que cette matière va dans la direction opposée à l'impact, la quantité de mouvement prise par cette matière s'ajoute à celle de DART. Autrement dit, plus on émet d'éjectats, plus on transfère de quantité de mouvement. C'est un petit peu comme si les éjectats servaient de propulseurs. Donc, si on a un objet qui est très poreux, que l'on va compacter, comme quand on tape dans la pâte à modeler, on ne déviera pas beaucoup, seulement de la quantité de mouvement de DART. Et donc, on aura 73 secondes de différence dans la période orbitale qui fait 11,92 heures. Maintenant, selon les propriétés de la surface de Dimorphos et interne, eh bien, si on émet beaucoup d'éjectats, on pourrait multiplier par même 6 ou 7 la quantité de mouvement de DART. Donc, vous voyez, les intervalles de possibilités sont incroyables et cette mesure-là ne peut être faite que par Hera. Alors, même si Hera arrive 4 ans plus tard, ce n'est pas grave parce qu'en 4 ans, évidemment, à l'échelle astronomique, rien ne se passe. Donc, on pourra faire cette mesure même après coup. Bien sûr, on aurait préféré être là en même temps que DART et c'était le plan initial. Mais quand nous avons proposé une première version de Hera qui s'appelait AIM, pour Asteroid Impact Mission, au conseil ministériel de l'ESA en 2016, malheureusement, nous n'avons pas obtenu le budget qui permettait de poursuivre le développement et il a fallu réitérer une deuxième fois, optimiser la mission pour la proposer au conseil ministériel 2019 où elle est passée. Donc ça, ce n'est pas très grave. Donc on va pouvoir mesurer ce résultat de l'impact de DART, comme je viens de le décrire. Et bien sûr, on veut pouvoir mesurer toutes les propriétés de Didymos, puisque celles-ci ont une influence sur le résultat. Et pour interpréter le résultat, il faut avoir les propriétés. Donc, ce que va faire Hera, elle a à son bord des caméras, un imageur dans l'infrarouge thermique qui va nous donner les propriétés thermiques de l'objet, qui est d'ailleurs développé par la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Donc, nous avons une contribution internationale pour mon plus grand bonheur d'ailleurs, parce que je travaille beaucoup avec les Japonais. Et nous avons un laser, un Ultimate laser, qui va nous donner des mesures de distance et qui va d'ailleurs contribuer aussi à l'estimation de la masse de Dimorphos et à toute la topographie de surface. Nous avons aussi de la radioscience qui permet, en suivant la trajectoire de la sonde, de mesurer comment elle est perturbée par la masse de Dimorphos. Ça contribue aussi à l'estimation de la masse. Et puis, nous avons ces 2 CubeSats, l'un qui s'appelle Juventas, qui a à son bord, et c'est une première, un radar basse fréquence qui va sonder la structure interne de l'astéroïde. Nous n'avons jamais fait ça. Les seules données que nous avons de structure interne sont indirectes. Et là, nous allons pouvoir mesurer les degrés d'hétérogénéité à l'intérieur de Dimorphos, savoir est-ce que c'est un monolithe, est-ce que c'est un agrégat, quelles sont les zones de vide. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Il y a aussi à son bord un gravimètre et un accéléromètre, puisque Juventas, à la fin de la mission, va tomber sur Dimorphos et potentiellement rebondir. Et grâce à l'accéléromètre, on va pouvoir mesurer les coefficients de rebond qui nous renseignent sur le comportement mécanique de Dimorphos. Et avec un gravimètre, une fois que le CubeSat sera posé, on pourra encore affiner le champ de gravité. Et nous avons un autre CubeSat qui s'appelle Milani, qui lui est doté d'un imageur dans l'infrarouge qui va nous faire une étude minéralogique de l'objet, donc sa composition minéralogique, et un détecteur de poussière pour nous dire s'il y a encore de la poussière environnante. Milani devrait aussi descendre sur Dimorphos et nous pourrons encore une fois étudier le comportement mécanique. Parce que la clé et l'information essentielle que l'on a récoltée
de toutes ces missions passées, c'est qu'il faut toujours trouver un moyen de toucher l'objet si on veut vraiment comprendre sa structure et comment il répond à une action externe. Et là, nous aurons deux types de réponses, une d'un impacteur haute vitesse avec DART et l'autre eh bien, avec les rebonds des CubeSats à basse vitesse. Donc, on aura vraiment des connaissances extrêmement détaillées. Bien sûr, nous observerons et étudierons aussi DDoS. On peut faire d'une pierre deux coups, ce qui pour un binaire est assez ironique. Et donc, nous pourrons vraiment avoir une étude complète du système et de sa dynamique, comment est-ce que la trajectoire aura changé, etc., etc. Donc, il y a ce volet, en fait, qui est passionnant de défense planétaire, puisqu'on va avoir un test entièrement documenté de déviation d'astéroïdes. Et en plus, il y a un volet scientifique, puisque ce test entièrement documenté est en fait un test, est un impact à haute vitesse aux échelles d'un astéroïde. Et cette compréhension de la physique des impacts est essentielle, même scientifiquement, parce que les collisions ont joué un rôle majeur dans toute l'histoire du système solaire, depuis les phases de formation de planètes par accrétion collisionnelle, c'est-à-dire que les objets se rentraient dedans à basse vitesse et s'agglomérer pour former des corps de plus en plus gros, à une phase d'impact géant tels que les impacts qu'ont produit notre Lune et peut-être même les deux lunes de Mars, Phobos et Deimos. Et on est maintenant dans une phase destructrice où que vous regardiez dans le système solaire, toutes les surfaces solides sont peuplées de cratères. Et dans la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter, les astéroïdes se rentrent dedans et génèrent des nouveaux fragments qui parfois sont envoyés sur des trajectoires croisant la Terre. Et en fait, pour pouvoir élaborer un scénario réaliste de l'histoire collisionnelle du système solaire, il nous faut avoir les bons paramètres pour décider ce qui se passe quand deux objets se rentrent dedans. Et pour l'instant, ces paramètres nous sont donnés par les expériences en laboratoire sur des cibles de taille centimétrique. On tire avec des canons à double étage à plusieurs kilomètres par seconde sur des cibles de taille centimétrique et on valide nos modélisations numériques d'impact à ces échelles-là avec ces expériences et on espère qu'en utilisant ces mêmes modélisations aux grandes échelles, elles fonctionnent toujours. Mais en fait, on n'en est pas sûr et en l'occurrence, certaines expériences passées nous ont montré que c'était loin d'être certifié. Et donc, grâce à DART et ERA, nous allons avoir une expérience d'impact entièrement documentée à la bonne échelle, qui nous permettra de vérifier nos modélisations que nous pourrons ensuite appliquer à l'histoire du système solaire et à l'étude de ce qui se passe quand deux astéroïdes se rencontrent. Et ça, c'est absolument passionnant avec des grandes implications. Par ailleurs, nous allons étudier un astéroïde double. Nous avons à peu près 15% des petits astéroïdes qui sont doubles et on s'intéresse à savoir comment se forment ces astéroïdes doubles. Alors, nous avons élaboré des scénarios qui ont été publiés, mais qui dépendent intimement de la structure de ces objets, de leurs propriétés physiques. Et donc, grâce à ERA, nous allons pouvoir contraindre ces scénarios en donnant les propriétés et vérifiant quel scénario aboutit à la formation d'un binaire en fonction des propriétés réelles. Nous allons pouvoir discriminer entre les différents scénarios proposés. Et puis en plus, enfin, nous allons eh bien, étudier le plus petit astéroïde jamais étudié, 160 mètres de diamètre. Le plus petit pour l'instant, c'est Itokawa avec 320 mètres. Et donc, nous allons pouvoir vérifier à quel point les choses changent quand on descend en niveau de gravité, en niveau d'attraction de surface, puisque, comme je vous l'ai dit, la réponse de ces objets dans des conditions de gravité faible est très contre-intuitive. Et à quel point c'est le cas quand on descend aussi bas en régime, en attraction de surface, eh bien, c'est ce que l'on va découvrir avec Dimorphos, qui a des implications non seulement pour la défense planétaire, mais aussi pour la science, bien sûr, mais aussi pour la préparation des prochaines missions, que ce soit pour récolter des échantillons ou, par exemple, pour ceux qui s'intéressent à l'exploitation des ressources que contiennent les astéroïdes pour, par exemple, faire du carburant et éviter d'utiliser les ressources que nous avons sur Terre pour faire de l'exploration plus lointaine du système solaire. Toutes ces missions-là nécessitent que l'on comprenne comment un outil de conception donnée eh bien, peut être efficace pour faire le job que l'on nécessite, que l'on veut faire sur un astéroïde. Donc, vous voyez, il y a énormément d'implications. C'est absolument passionnant. Et pour ça, nous avons une équipe vraiment formidable, aussi bien à l'Agence spatiale européenne que notre équipe scientifique, avec des tas de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs et de toutes les nations. Donc, c'est vraiment une coopération internationale. Et bien sûr, les industries qui travaillent énormément pour ça, avec le soutien d'ailleurs des agences spatiales nationales comme le CNES, l'Agence spatiale italienne, le DLR, le BELSPO, l'Agence spatiale luxembourgeoise, pour ne citer que certaines d'entre elles. Donc, nous avons un grand soutien et j'insiste aussi sur le soutien de la Commission européenne, puisqu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, eh bien,
toute cette histoire est née en Europe, même si la NASA va arriver la première avec DART. Eh bien, la Commission européenne a commencé à s'intéresser à ça en 2012 en finançant un premier consortium qui s'appelait NEOSHIELD, puis un deuxième NEOSHIELD 2, et maintenant un consortium que je coordonne qui s'appelle NEOMAP, ainsi qu'un autre, NEOROX. Et en fait, ces consortiums avaient et ont pour objectif de concevoir des missions de déviation et de poursuivre la caractérisation de ces objets depuis le sol, donc de ces géocroiseurs, aussi bien leur trajectoire, la probabilité d'impact, leur composition. Et donc, tout ça avec le soutien de la Commission européenne qui nous permet de financer eh bien, des postdoctorantes et des postdoctorants, des doctorantes, des doctorants pour accompagner les études qui finalement se font maintenant autour d'ERA. Donc, c'est absolument génial parce que nous avons un contexte extraordinaire avec l'Agence spatiale européenne qui fait une mission et la Commission européenne qui finance les études qui accompagnent le développement de cette mission. Donc, je finis en tenant à remercier tout ce monde-là. Les missions spatiales sont des aventures à la fois humaines, scientifiques et techniques. Donc, c'est extrêmement riche. On espère ainsi pouvoir inspirer les jeunes eh bien, au défi, car ces aventures défient elles-mêmes les aventures d'Indiana Jones, tant il y a de surprises et parfois des nécessités de revoir un petit peu les hypothèses sur place. Et nous avons aussi le soutien de Brian May, que vous voyez derrière, qui est membre du groupe de conseil du consortium NEOMAP financé par la Commission européenne, qui a aussi effectué toutes les vidéos annonçant l'approbation de la mission ERA par l'Agence spatiale européenne et bien d'autres choses, et qui, j'espère aussi, nous aidera pour faire des images en 3 dimensions du système avec les images d'ERA, puisque Brian May est un expert de stéréoscopie, c'est-à-dire qu'avec 2 images prises à 2 angles différents, eh bien, il peut les convertir en des paires stéréo qui peuvent être vues en 3 dimensions, soit naturellement, soit avec des lunettes. Et ça nous permet d'avoir des connaissances encore plus grandes de la topographie de surface, qui nous permettra de mieux comprendre en fait toute cette géologie des astéroïdes, parce que ce que l'on a aussi compris avec les missions passées, c'est que non seulement les astéroïdes entre eux sont très différents, mais sur un même astéroïde, nous avons une richesse de structures géologiques absolument incroyable. On voit des avalanches, on voit des cratères, on voit des roches avec différentes morphologies. Tout ça sur un même rocher qui pourtant ne subit pas tous les processus d'érosion que subit la Terre. Donc nous sommes encore en train de digérer toutes ces connaissances. Et bien sûr, j'ai du mal à attendre les premières images de Dimorphos parce que, comme pour Bennu et Ryugu qui ont été visités par Osiris-Rex à Hayabusa 2, quand on reçoit les premières images d'un corps, on a humblement l'impression d'être des Christophe Colomb qui découvrent des nouveaux continents. Mais cette fois-ci, ces continents ne sont pas sur Terre, ils sont à des millions de kilomètres de nous. Donc, nous aurons le 26 septembre l'impact de la mission DART. Nous aurons déjà des images produites par la caméra de DART jusqu'à l'impact et par le petit CubeSat LisaCube. Et avec ERA, nous allons vraiment faire une exploration de 6 mois d'un nouveau monde avec des tas de premières. Et donc, nous sommes vraiment heureux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous comprenez que c'est vraiment une période absolument excitante, mais aussi très, 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 très intense pour tout le monde, puisqu'il faut développer cette mission pour la faire partir en 2024. Merci.